Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Que faire de votre argent, où et comment le placer et quand surtout? Tiens, Thomas Binet, on va parler de l'immobilier à Nice, savoir si ça se porte bien. On va parler avec Jean-Luc Guittard, notre invité, directeur général de Consulting Group, spécialisé dans l'immobilier d'investissement. On va commencer à se poser la question de savoir comment financer un investissement immobilier. Et on terminera avec Bernard Cadot, notre expert en logement, qui va nous parler taxes d'habitation et taxes foncières, un sujet récurrent. Ouais, c'est important et puis c'est le moment en plus. Allez, tout de suite, c'est parti. Au cœur des quartiers pour mieux vous conseiller, le réseau Century 21 et ses 960 agences immobilières vous présentent Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Alors Thomas, cette semaine, vous nous parlez du marché de l'immobilier dans la belle ville de Nice. Il se porte bien, hein? Ça dépend, pas trop mal, mais ça dépend surtout du quel côté vous allez vous placer. Oui, évidemment, acheteurs, vendeurs. Il y a eu un ralentissement quand même des ventes en 2023, mais le marché reste soutenu grâce à une demande bien réelle. Alors il est évident que le marché des résidences secondaires n'est pas à négliger sur cette ville et sa périphérie. La FNAIM a donné ses chiffres sur les prix il y a quelques semaines. Et on constate? À Nice, le prix moyen des appartements se situe autour des 5 300 € du mètre carré, soit une croissance de 3,9% sur les 12 derniers mois, atteignant même les 5 654 € par mètre carré pour les appartements T1, démontrant ainsi un marché assez tonique. Alors quant aux maisons anciennes, les prix moyens se situent autour des 8 000 € du mètre carré. Et le marché de la location, il est dynamique ou pas? Oui, la tendance est haussière, avec des loyers qui ont évolué de 3,6% par rapport à la même période de l'année dernière. Oui, une augmentation. Donc, on a une ombre au tableau ou pas? Oui, et on en parlera avec Bernard Cadot tout à l'heure. C'est la taxe foncière en 2024. Nice a décidé d'augmenter de 19,4% la taxe foncière, ce que le maire de Nice d'ailleurs appelle une hausse modérée. Oui. C'est la plus forte progression des villes de plus de 100 000 habitants. Il faut bien s'attacher quand même à tout regarder avant d'acheter. Oui, c'est le maire Christian Estrosi. Effectivement. Thomas, tout de suite, on accueille votre invité Jean-Luc Guittard, directeur général de Consulting Group. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes spécialisé dans l'immobilier d'investissement depuis 1995. Vous avez dans votre réseau de professionnels de patrimoine commercialisé plus de 70 000 logements quand même. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Bonjour. Bonjour à vous Jean-Luc Guittard. Aujourd'hui, pour obtenir un financement, c'est notre sujet de ce matin, la banque. Votre banque étudie, mesdames, messieurs les auditeurs, votre profil, vos revenus, vos charges et détermine votre capacité d'emprunt. Alors du coup, vous sortez du bureau du banquier avec une proposition. Mais ça, c'était avant. Car la BCE, la Banque Centrale Européenne, en a décidé autrement avec la mise en place du, écoutez bien, CRR3. Jean-Luc Guittard, c'est quoi le CRR3 ? C'est quoi ce truc-là? Alors, c'est une réglementation européenne qui fait obligation aux banques de vérifier la valeur de l'actif qu'elles financent. Aujourd'hui, en France, on raisonne plutôt sur notre capacité à rembourser notre crédit, sur nos revenus, d'accord ? Et le cas échéant, sur une partie de notre patrimoine productif de revenus. La BCE, mais toutes les banques en Europe, vérifient, ils doivent expertiser la valeur du bien qui doit permettre de garantir ou pas le crédit. Je vous arrête tout de suite là. Expertiser le bien par la banque, ça veut dire que nous-mêmes, j'ai un appartement à vendre, je sais que mon voisin l'a vendu, allez, on va dire n'importe quoi, 300 000 €, ce qui reste cohérent malgré tout. Ça suffira pas. La banque va venir expertiser mon bien pour savoir si ça vaut vraiment 300 000 €. Si je sollicite un crédit auprès de cette banque, elle est censée vérifier que ce qui va servir de garantie à son prêt a bien une valeur qui est vérifiée par un expert indépendant, pas par moi, parce qu'évidemment, je peux toujours donner la valeur que je veux. Mais donc cette vérification-là, elle est obligatoire en Europe. En Europe, on finance finalement des actifs. Donc c'est la valeur de l'actif qui fait le financement. En France, on finance des gens. Et le fait de financer un emprunteur fait que le regard n'est pas le même. Or, la réglementation s'applique à tous. C'est assez rigolo, si je puis dire ça comme ça, puisque le HCSF, qui est assez décrié et qui n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale, le HCSF, lui, regarde plutôt toutes ces questions de revenus. Donc en fait, on pourrait penser que tout ce que fait le HCSF est un peu contraire, en tout cas pas tout à fait conforme à ce que proposent les directives européennes que nous sommes évidemment censés respecter. Ce qui veut dire que certains professionnels, dont on entend souvent des interventions sur des médias, disent le marché baisse pas assez vite, etc. Ça signifie, si je vous entends bien ce dimanche matin, que ce que le marché n'arrive pas à faire naturellement, ça va se passer étatiquement à travers les banques. Alors étatiquement, en tout cas, dans les marchés dits anglo-saxons, la valeur de l'actif correspond à la capacité d'emprunt. Et donc les capacités d'emprunt sont liées à la capacité de remboursement, c'est assez logique. Et donc quand il y en a un qui bouge, les autres bougent. En France, on est à taux fixe.
On est sur les revenus, et donc tous ces phénomènes ne jouent pas autant. Ce qui explique que vous lisez partout en Europe des baisses de marché assez fortes, puis des hausses ensuite, donc c'est pas que des baisses évidemment. En France, c'est un peu plus compliqué. Ceci dit, la baisse est engagée quand même. Faut pas... Mais ça va l'accélérer, cette méthode, si ça se met vraiment en place. Ça l'accélère sur le flux nouveau, sur les nouveaux crédits qui seraient proposés. Donc en fait, c'est pas marginal, mais enfin c'est pas non plus général. Bon, ce qui veut dire qu'on n'est pas dans une crise conjoncturelle, mais plutôt structurelle. On change d'époque, on change de modèle. Oh, totalement, je pense qu'il faut accepter ça, c'est-à-dire qu'on doit repenser la façon de financer l'immobilier, donc c'est plutôt bien d'ailleurs je trouve de réfléchir à des nouvelles méthodes, plutôt que de reproduire systématiquement avec des couches administratives, tout ce qu'on a vu sur le HCSF, etc. Les banques françaises aujourd'hui elles sont régulées par la CPR, globalement elles ne font pas d'erreurs monumentales, elles n'ont pas besoin d'être surréglementées ou surrégulées, et surtout elles doivent se comparer avec leurs concurrentes en Europe. Alors on voit Jean-Luc Guittard quand même qu'à la fin de l'année le Pinel est programmé, donc la défiscalisation, parce que c'est souvent le terme qui a été utilisé par les professionnels. Il n'y a pas de système qui doit remplacer le Pinel, en tout cas au moment où nous parlons. Ça veut dire qu'on ne doit plus parler défiscalisation, il va falloir vraiment parler placement, en fait, dans les années à venir. Clairement, puisque on cherche plus une réduction d'impôt. On n'achètera plus une réduction d'impôt, mais on achètera un actif immobilier. C'est quand même, dans l'absolu, pas plus mal. C'est quand même ce qu'on achète à la base, plutôt que d'acheter une réduction fiscale. Donc, bien analyser l'actif, bien négocier son prix, bien monter son financement, réfléchir aux revenus que ça va procurer, donc à la capacité qu'ont les locataires, si je veux le louer, de me payer mon loyer. C'est la vie normale, finalement, c'est ce qu'on doit faire. On voit quand même une baisse des taux depuis quelques mois, ce qui s'est engagé. Est-ce que vous attendez à ce que ça continue ? La semaine prochaine, je crois, la BCE doit annoncer une baisse des taux. On annonce 0,25. Bon, c'est pas la révolution, c'est pas directement lié au crédit immobilier, donc faut pas s'attendre à ce que ça baisse dans la minute. Ces baisses ayant été annoncées depuis tellement longtemps et ayant finalement été réalisées, enfin devant être réalisées bientôt, elles ont déjà été prises en compte. Donc moi, je pense pas que les taux baisseront encore beaucoup. Ce qui me fait dire d'ailleurs que les prix ont commencé à baisser. Les taux baisseront pas beaucoup plus. Il faut arrêter d'attendre. En réalité, il faut profiter de la baisse. Il faut sortir de ce syndrome de dire j'attends que ça baisse encore plus. D'accord ? Et j'attends que tout baisse pour que ça recommence. En réalité, il y a des opportunités aujourd'hui, il faut aller les saisir. Alors, on va en parler dans un instant, mais on va prendre un cas très concret. Moins 30% de ventes en 2 ans sur Paris. Est-ce qu'on est dans le dur, là ? Est-ce qu'on entre dans le dur ou on est dans le dur ? On est dans le dur, mais il faut se dire que les prix baisseront sans doute encore un peu, mais pas énormément, parce qu'il y a quand même une demande. Aujourd'hui, je vous rappelle que ce chiffre-là est à comparer au chiffre des offres locatives dans Paris, qui eux ont baissé de 50%. On ne trouve plus à se loger. Donc, acheter un appartement va redevenir une solution, soit pour un investisseur qui ensuite pourra le louer dans un marché où les loyers vont finir par augmenter. Attendez, Jean-Luc Guittard, pardon, on dit qu'on ne trouve plus rien à louer à Paris, mais il n'en retire pas moins qu'il y a l'effet JO. Il y a des gens qui ont retiré, et propriétaires bailleurs qui ont retiré leurs appartements en attendant que les JO s'installent pour en tirer le maximum. On est d'accord, ça joue aussi. On est d'accord, ça joue, mais ça joue 3 mois, je veux dire. Si on raisonne long. On va voir après. Alors. Si les témoignages qu'on a montrent qu'ils n'arrivent pas à le louer au prix mirobolant auquel ils espéraient le louer. Il y a une justice. Des acheteurs potentiels qui négocient des moins 20, moins 30%. Vous avez parlé d'opportunités, ça veut dire que la chasse est ouverte ? Complètement, puisque aujourd'hui la liquidité du marché, la capacité qu'on avait historiquement à vendre son bien, on avait plus d'acheteurs que de vendeurs, pour le faire simplement. Aujourd'hui, ces proportions s'inversent, les gens sont beaucoup plus sélectifs, et dans l'état d'esprit de dire « j'ai du mal à me financer », 2, je voudrais bénéficier de la baisse de prix. Je dis aux vendeurs, cher vendeur, moi je garantis que j'aurai mon crédit, donc ça a une certaine valeur, d'accord ? Et donc je veux payer moins cher. Et comme il n'y a pas 50 acheteurs, le vendeur, pas tous, ça dépend des biens, ça dépend des lieux, mais le vendeur est beaucoup plus enclin à consentir une baisse du prix. Mon ultime question pour vous, Jean-Luc Guittard, c'est le moment d'y aller, c'est très clair pour vous ? Tous les feux sont verts sous cet angle-là. Il ne faut pas attendre, en définitive. C'est ça que vous dites. Les prix ont baissé. Les taux sont revenus dans une zone qui est raisonnable. En France, on aura, et en Europe, une inflation à 2%, à peu près, en moyenne. Donc à partir de là, on aura des taux à 3. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'est pas très loin du... Voilà. Donc dans cette zone-là, il faut investir, il faut profiter. Le jour où ça remontera, on dira « Ah, mince !» J'aurais dû. On a trop attendu. Merci à vous. Eh bien, on écoutera bien, en tout cas, et on réécoutera ce que vous nous aurez dit. Merci Jean-Luc Guittard. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Consultim Group. Intergestion REM, spécialiste de l'épargne en SCPI depuis plus de 30 ans, présente Sud Radio, Osez investir,
le coin de l'expert. Et l'expert aujourd'hui, c'est Bernard Cadot, consultant en logement. On va parler avec Bernard Cadot de la suppression de la taxe d'habitation, Thomas. Oui, Jean-Marie, parce que cette suppression de la taxe d'habitation qui a été vécue par les contribuables à l'époque était une si bonne nouvelle que cela, on ne sait pas. On va savoir ça dans un instant avec Bernard Cadot. On se souvient quand même que c'était une promesse de campagne du candidat Emmanuel Macron. Mais Bernard, pour revenir un instant en arrière, c'était quoi l'idée à l'origine qui a motivé ça ? Emmanuel Macron avait proposé de maintenir la taxe d'habitation pour les 20% de contribuables les plus riches. Sauf que le Conseil constitutionnel est passé par là et a déclaré cette disposition non conforme à la loi. C'est tout le monde ou personne. Car le postulat de départ était de redonner du pouvoir d'achat aux Français et ce fut fait puisque, très concrètement, une très très large majorité de nos concitoyens n'ont plus à s'acquitter de cette taxe. Les derniers à la payer restent les propriétaires de résidences secondaires et d'appartements vides. Alors, c'est une très bonne nouvelle pour les contribuables, d'après vous ? Vu de loin, certainement, mais quand on regarde de près, c'est un petit peu différent. Tout d'abord, les premières victimes, ce sont les collectivités locales qui reçoivent la taxe d'habitation, qui recevaient la taxe d'habitation et qui pouvaient alors établir un budget prévisionnel d'investissement, notamment en matière de construction de nouveaux logements dans leur commune. Cette disparition rend très frileux les maires qui ne savent pas comment financer tel ou tel équipement public indispensable pour accueillir les nouveaux arrivants. Comment leur demander de construire plus de logements sans leur donner les outils de pilotage budgétaire? C'est vraiment un pari risqué. Alors, est-ce que vous voyez d'autres risques que celui de la construction, justement ? Oui, Thomas, il y a un autre effet qui est nettement moins visible, mais tout aussi important. On peut observer qu'il existe aujourd'hui deux catégories de Français. Ceux qui ne paient plus ni la taxe d'habitation, ni la taxe foncière, et ceux qui continuent de payer la taxe foncière, comme si les méritants étaient d'un côté, les coupables supposément assis sur leur rente de l'autre. Si je suis votre raisonnement, Bernard, ça veut dire qu'on va avoir des successions en chaîne de problématiques ? Il faut bien admettre que c'est un problème pour l'économie en général et l'économie du logement en particulier. La France a un impérieux besoin d'investisseurs privés susceptibles de mettre un maximum de logements sur le marché pénurique de la location. Il ne suffit pas de le vouloir, encore faut-il faire envie. Et le candidat investisseur, il paye les frais de mutation, les taxes diverses, la taxe foncière non récupérable, puis il doit in fine l'impôt sur les revenus fonciers. Il y a sans doute une meilleure façon de faire envie. Merci Bernard. Merci à vous Thomas Binet. On vous retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro d'Oser Entreprendre et Oser Investir. Avec plaisir.